pourrait titrer cette présentation The End of Theory, hein? La fin de la théorie, point d'interrogation. J'y tiens quand même au point d'interrogation. Et il faut savoir que, donc moi je m'excuse publiquement, je l'ai déjà fait par le passé, j'ai deux défauts. Je suis un économiste et en plus je suis mainstream. Et si on veut en rajouter, je suis old-fashioned, c'est-à-dire je fais de l'équilibre général. Mais ce qui est pire, c'est que j'ai appris l'équilibre général sur un livre qui avait été écrit il y a quelque temps par Alan Kierman et Hildebrandt. Bon, après, moi, je suis resté dans l'équilibre général, je savais faire que ça, tandis que Alain a évolué vers d'autres horizons. Et donc, lui, il n'est pas old-fashioned, et moi, je suis old-fashioned. Voilà un petit peu l'historique. Alors, maintenant, comme je travaille en équilibre général, je connais les limites de l'exercice. Donc, je suis autorisé plus que d'autres à critiquer l'équilibre général. Et en général, la théorie. Non, bien évidemment, il y a la question fondamentale de la rationalité. Hein. D'une part, on a la rationalité instrumentale qu'on peut relire comme rationalité néoclassique. À l'origine, c'est Weber, 1913. Donc, si on regarde à petit peu après comment cette rationalité s'incarne, il y a une axiomatisation. Par exemple, on construit les fonctions d'utilité à partir des préordres, et ensuite on optimise l'utilité, l'approche utilitariste, on dérive les demandes, on agrège, on calcule l'équilibre, etc. Il y a aussi d'autres approches de rationalité limitée. Les travaux, à l'origine sont ceux de Simon, 1957, mais il y a eu d'autres qui ont travaillé sur ça, d'autres Nobel aussi, c'est un Nobel, comme Kahneman, Tversky, etc. Et bien évidemment, il y a la connexion avec l'intelligence artificielle. Kahneman Tversky parlait de l'heuristique du jugement. Alors maintenant, si on regarde la rationalité instrumentale, il y a deux grandes directions dans la théorie, disons old-fashioned, hein, si on veut. Il y a la théorie de jeu d'une part, qui commence en France avec Cournot en 1838, c'est les duopoles. Et après, il y a la théorie de l'équipe générale. Les racines sont anciennes, on pourrait puiser même dans la richesse des nations de Smith, mais essentiellement l'accélération a été donnée par Varras en 1874. Donc en théorie des jeux, on a l'optimisation, on a de l'interaction stratégique. Tandis qu'en équilibre général, il y a tout aussi de l'optimisation, par exemple de l'utilité, mais après la question posée est celle de la formation des prix, donc les prix sont l'intermédiaire des échanges. Donc, je n'entre pas trop dans les détails, mais il y a des questions qui sont régulièrement posées dans la théorie old-fashioned, c'est l'existence de l'équilibre, que ce soit de Nash ou de Varras, ou même de Varras-Nash. Demain, je suis à une conférence à Udine, ce soir, et j'ai des copains qui ont travaillé au corps et qui construisent des équilibres de Varras-Nash. Il y a aussi la question de l'unicité de l'équilibre, ou si vous voulez de la multiplicité de l'équilibre, des équilibres qui est beaucoup plus intéressant parce que ça pose la question de la coordination des agents sur un équilibre ou l'autre. Il y a la question dynamique de la stabilité de l'équilibre, c'est-à-dire imaginez qu'on introduit le facteur temps, vers où l'on va, est-ce qu'on converge vers un état stationnaire, des cycles limites, on va nulle part, etc. Et enfin, question très importante, aussi pour les applications des politiques, c'est la question de l'optimalité, en sachant qu'il y a maintes définitions différentes de l'optimalité. On retient la définition basique de Pareto, de l'optimalité au sens de Pareto. Pourquoi? Parce que c'est l'ingrédient principal du premier théorème du bien-être qui explique en gros que s'il n'y a pas d'imperfection des marchés, l'équilibre général, donc les marchés, fait aussi bien qu'un planificateur éclairé et bienveillant. Alors, il y a plein de problèmes en équilibre générale. Si on regarde les préordres, on peut se pencher sur l'axiomatique. Il y a de l'école expérimentale qui nous dit que, par exemple, la transitivité ne marche pas. Donc, il y a des phénomènes de cyclicité, etc. La question de l'utilité, il y a l'ancienne question cardinalité, ordinalité. Mais si après on pense les biens sociaux, il faut réintroduire la cardinalité, ça pose problème. L'optimisation suppose une puissance de calcul des agents qui est absolument irréaliste. Après, il y a la question de l'agrégation. C'est une question ancienne sur laquelle, par exemple, mon ancien directeur de thèse avait travaillé, c'est Jean-Michel Grammont, avec aussi Hildebrandt, aussi avec Gerison, et Alain connaît très bien tout ça. Donc, comment on peut dépasser les cadres aussi de l'agent représenté, comment prendre en compte l'hétérogénéité des agents.
qui a multiples facettes, mais je n'ai pas le temps d'entrer. Il y a les problèmes d'existence d'équilibre. La plupart des modèles, 99% des modèles qu'on utilise dans la Banque centrale, dans les ministères, etc., ne démontrent pas que l'équilibre existe. Il n'y a pas d'argument des points fixes ou d'autres arguments de ce type pour... donc on travaille avec des choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Le problème de la multiplicité d'équilibre, il y avait toute une littérature avec laquelle Grandmont aussi avait travaillé, c'est-à-dire les prophéties autoréalisatrices qui sont fondamentales pour comprendre l'économie actuelle et surtout l'articulation entre finance et monde de la finance et le monde réel. Alors, la question de l'optimalité, on l'a évoqué, la dynamique, il y a toute la question des non-linéarités qui sont très peu prises en compte, les bifurcations, les chaos, etc. L'incertitude, il y a toute la question comment penser les anticipations rationnelles, comment intégrer. Donc, vous voyez, il y a des fragilités à chaque étage de la construction. Et enfin, il y a une question ancienne qui a été mise à côté, c'est le fait que peut-être on n'est pas à l'équilibre, il y a du déséquilibre. C'était à la mode les équilibres aux années 70, ça n'a pas plu aux Américains, donc c'est pas passé, il y avait seulement Solow et peu d'autres qui s'intéressaient à ça, mais c'était une dimension absolument intéressante. Maintenant, les limites de la... Si on prend la macro standard, celle qu'on utilise pour faire, disons, même aussi de la politique économique, là, on apprend des problèmes, le réductionnisme, on se concentre sur quelques imperfections, tandis que dans la réalité, il y a beaucoup plus d'imperfections. Il y a toujours la question de l'agent représentatif. On ne prend pas en compte les variables extra-économiques, politiques, institutionnelles. Il y a les problèmes de la complexité qui n'est pas suffisamment prise en compte. Il y a les non-linéarités dont on a parlé. Il y a cette magique stabilité des poinçelles. Roger Guénéry me disait un jour, j'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire stabilité des poinçelles. Comment les agents se coordonnent concrètement. On utilise la condition de transversalité, autre chose, etc. Non, fonction des bien-être social, on a vu, c'est une construction fragile. C'est un autre directeur de thèse à moi qui a travaillé sur ça, c'est Claude Apremont, que tu connais bien. Et après, il y a la question des faux modèles. Peut-être 80% des modèles mathématiques sont faux, qu'on utilise. Et il y a aussi les problèmes des codes qu'on ne connaît pas, les black box, etc. C'est pour ceux qui font du RBC ou plus ou moins la sauce New Keynesian, etc. Il y a le problème de robustesse des modèles, les prophéties autoréalisatrices, le beckerisme. On met dans la fonction d'utilité tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est une représentation pertinente? Là, le problème des anticipations rationnelles, on l'a évoqué. De quelle rationalité parle-t-on? La mesure du capital qui a une valeur. Donc on agrège en pondérant par des poids qui dépendent des prix. Et ça me pose problème. Ce n'est pas une mesure, c'est une critique ancienne. Il y a la question des bulles rationnelles ou pas rationnelles. Comment la sphère financière s'articule avec la sphère réelle, ça c'est crucial pour comprendre les crises actuelles. Et on n'est pas capable, même pas modéliser l'éclatement des bulles dans les modèles standards. Donc après il y a à nouveau la question de l'existence d'équilibre, il y a un principe d'indétermination dans le sens, moi je suis en train de produire une théorie en étudiant des agents qui vont après utiliser ma théorie. Et donc on est un peu dans des sables mouvants, parce que j'ai construit moi les objets que je vais étudier. Et vous voyez, il y a les questions d'incohérence temporelle, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, la critique de Lucas, et après la question des données fiables. Donc, bref, il faut aller au-delà de tout ça. Il y a bien évidemment des chemins qui se dessinent, mais qui sont aussi compliqués. On a vu l'heuristique du jugement et les travaux de Kahneman. Il y a quelque chose qui est hérité des maths avec Candes et Tao, c'est la sparsity theory qui a été appliquée en économie, en particulier à la finance par Gabex. C'est l'idée qu'au fond, on n'a pas un million de variables de décision, on fait un choix restreint, et donc il y a une heuristique, mais comment on fait ces choix? Il y a des modèles qui sont très intéressants, très à la mode actuellement. Il y a les modèles multi-agents, peut-être Alain va nous dire un mot, la dynamique des réseaux, toutes les questions d'apprentissage, donc on est dans la rationalité limitée. À nouveau, il y a Grandmont, Laroque, des historiques qui ont joué un rôle. Il y a la physique statistique, il ne faut pas remonter simplement à George S. Curran, il y a des scientifiques plus récents qui sont penchés sur ces questions, il y a des choses très nouvelles sur ça.
Les jeux évolutionnistes, qui ne sont pas les jeux au sens de l'optimisation avec l'interaction stratégique, les algorithmes génétiques, les réseaux neuronaux, et aussi en France, on a développé avec Lazry et Lyons donc médaille Fields, les théories de GH moyen. Donc bref, je cède la parole à un éminent économiste qui est Alan Kierman et qui va nous amener vers d'autres horizons. Donc vous avez vu avec tous les petits points que Stefano a soulevé qu'il y a quand même un grand investissement de capital humain dans le modèle d'équilibre général. Et j'ai l'impression qu'au moins je suis arrivé à me débarrasser un petit peu de tout ça. Mais Stefano reste quand même fidèle un petit peu quelque part. Entre parenthèses, Stefano, juste pour toi, Pareto, qui est considéré comme un des grands-parents de notre économie théorique, il a dit vers la fin de sa vie, je pense que les gens passent un peu de leur temps à prendre des décisions non rationnelles et le reste de leur temps à les rationaliser. Donc, malgré le fait que Pareto est toujours cité comme étant le père de notre discipline, même lui s'est rendu compte que peut-être on a exagéré. OK, quel est le problème de base? Bon, moi, je prétends que ce qu'on a fait, toute l'évolution de l'économie moderne, reste pour la plupart de nous toujours aujourd'hui un mystère. Et évidemment, les grands économistes de notre époque ne seraient pas du tout contents d'entendre ça, mais je vais citer quelques-uns qui donnent un peu la même impression. Et la question qui s'est posée, vous vous souvenez très bien, en 2008, c'est comment se fait-il que les économistes n'ont pas prévu ni l'arrivée de cette crise, ni la sévérité de cette crise. Et comme Trichet a dit à l'époque, mais à l'époque, on était obligé de se réfugier vers le jugement et l'expérience et pas vers la science. Et évidemment, Sa Majesté avait demandé à ces économistes, mais attendez, mes experts, qu'est-ce qui est arrivé? Et la réponse de l'Académie britannique, vous voyez là, c'est So, in summary, Your Majesty, the failure to foresee the timing, extent and severity of the crisis was principally the failure of the collective imagination of many bright people. Ça, c'est les personnes qui ont écrit la réponse. To understand the risk to the system as a whole. Donc, Sa Majesté a dû être un peu déçue par l'idée que OIT, elle dépendait de l'imagination de ces experts et pas du tout de leur qualité scientifique. Mais après ça, on avait dit, mais quand même, ça va provoquer une révision totale de la théorie économique et notre théorie devrait être totalement revue. Mais non, Alan Greenspan, qui était le chairman de Fed à l'époque, lui déjà, en 2008, il a dit l'édifice intellectuel s'est effondré. Mais en 2010, qu'est-ce qu'il a dit? Well, with notably rare exceptions, 2008 for example, the global invisible hand has created relatively stable exchange rates, interest rates, prices and wage rates. Et quelqu'un qui était un peu méchant a écrit en réponse, with notably rare exceptions, Germany remained largely at peace with its neighbors during the 20th century. Et quelqu'un qui était même plus méchant a dit, with notably rare exceptions, Alan Greenspan has been right about everything. Mais je pense que Mervyn King, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a eu quand même une certaine sagesse quand il a dit, it is hubris to think that we understand how the economy works, just as it is hubris to think that leaving markets to their own devices will lead to nirvana. Mais j'espère que notre nouveau président a écouté ça. Mais le problème, c'est que les économistes se sont tellement, comment je peux dire, se sont noyés dans les détails de leur modèle qu'ils ont oublié le but de ces modèles. Et ça, c'est une longue citation de Bob Solow, un économiste prix Nobel, un grand homme, mais
je le lis très rapidement. Suppose someone sits down where you are right now and announces to me that he is Napoleon Bonaparte. The last thing I want to do with him is to get involved in a technical discussion of cavalry tactics at the Battle of Austerlitz. If I do that, I am getting tacitly drawn into the game that he is Napoleon. Now, Bob Lucas and Tom Sargent, deux économistes de très grande renommée, like nothing better than to get drawn into technical discussions, because then you've tacitly gone along with their fundamental assumptions. Your attention is attracted away from the basic weakness of the whole story. Since I find that fundamental framework ludicrous, I respond by treating it as ludicrous, that is, by laughing at it, so as not to fall into the trap of taking it seriously and passing on to matters of technique. Pire, Paul Romer, qui est le nouveau économiste en chef de la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il a dit? The trouble is not so much that macroeconomists say things that are inconsistent with the facts. The real trouble is that other economists do not care that the macroeconomists do not care about the facts. An indifferent tolerance of obvious error is even more corrosive to science than committed advocacy of error. Mais vous voyez très bien que tout ça suggère que quelque part, on a des problèmes. Et écoutez ça, Greg Mankiw, qui est loin d'être l'économiste le plus révolutionnaire, qui a été président du Conseil, Council of Economic Advisors, du président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit il y a un peu plus que 10 ans? Le fait que la recherche moderne en macroéconomie a été très peu utilisée pour déterminer les politiques économiques est l'évidence prima facie qu'elle n'est pas une grande utilité pour cette activité. Et ça, évidemment, ça c'est quand même troublant quand lui est président du Council of Economic Advisors, parce qu'essentiellement il est en train de dire que la théorie économique n'est pas utile pour sa fonction. Ok, donc ce que je pense, moi, c'est le contraire. Il faut quand même partir de l'idée que l'économie est un système qui s'auto-organise d'une façon gentille dans une situation optimale, que Stefano a mentionné, et plutôt penser à l'idée que l'économie est un système complexe, que l'activité macroéconomique émerge de l'interaction entre les agents. On ne peut pas l'analyser en regardant un individu typique. Et c'est l'idée, par exemple, des physiciens avec le champ moyen, c'est de traiter tout le champ comme si on peut le réduire à la moyenne des agents. Il faut vraiment avoir en tête cette idée d'émergence. Et contrairement à ce qui est supposé dans les modèles traditionnels, on ne peut pas penser toutes les activités comme résultant d'un choix d'un individu. Et dans un tel système de comportement macroéconomique est fondamentalement différent de ceux des individus. Et je pense qu'on est toujours on est tellement attiré par nos anciens modèles qu'un physicien qui est allé à Havane, au Cuba, il a dit, mais ce qui est étonnant, c'est que là, on voit des voitures des années 50 et 60 américaines qui continuent à fonctionner. Et les gens sont extraordinairement ingénieux, extraordinairement intelligents à bricoler avec ces voitures telles que ça continue à fonctionner. Mais ils ont oublié qu'il y a d'autres possibilités de nos jours, il y a d'autres types de voitures. Mais lui voyait les modèles économiques de nos jours un peu comme ces voitures-là. On continue à les faire fonctionner, on continue à bricoler un peu et on continue à améliorer. Mais malheureusement... La théorie néoclassique et le castrisme, tu veux dire. Oui, mais c'est Castro qui nous a... Bon, tu vas donner toute la responsabilité à Castro pour les modèles macroéconomiques. Voilà, deux approches différentes. Moi, je pense que ce qu'on a à gauche, c'est vraiment ce que Stefano a déjà mentionné, c'est le modèle standard des individus isolés qui n'interagissent pas sauf à travers les marchés, et on analyse ces individus-là, ou, contraire, à droite, des individus qui suivent des règles simples, ils s'adaptent à leur environnement,
ils ne sont pas irrationnels, mais ils ne sont pas irrationnels dans le sens large du terme. Ça veut dire qu'ils n'agissent pas contre leurs propres intérêts, mais ça ne veut pas dire qu'ils satisfont à des axiomes très sophistiqués. Ils ont de l'information limitée, en grande partie locale, un peu comme les fourmis. Le comportement agrégé ne correspond pas à celui d'un individu et j'oserais dire que le problème le plus important en économie n'est pas l'efficacité, c'est la coordination entre toutes ces activités. C'est comment est-ce que toutes ces activités remarquablement dispersées sont coordonnées pour arriver à quelque chose qui est relativement cohérent. Voilà un livre que Stefano a mentionné de Rick Buchstaber. Et lui va plus loin. C'était publié cette année par Princeton University Press. C'est un grand expert de la finance. Et lui dit essentiellement que pour des raisons logiques, mathématiques, on ne peut pas espérer de faire un modèle scientifique dans le sens de l'astrophysique, par exemple, de l'économie. Et simplement appliquer ça à l'économie réelle, c'est un rêve qui est un rêve impossible. OK. Quelles sont les caractéristiques des systèmes socio-économiques? J'ai combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, OK. Donc, exceptionnellement, comme j'ai droit, moi, en tant que directeur de message, je peux te donner 10 minutes si tu as vraiment besoin. je vais essayer. Non, mais il y a deux possibilités. Soit je dis moins, soit je parle plus rapidement. Mais ce qu'on peut faire, là je suis Buchstaber, c'est que si on regarde les systèmes socio-économiques, on a un certain nombre de phénomènes qui sont endémiques et qui ne font pas partie de nos modèles standards. Et je ferai la petite liste, c'est d'abord les systèmes économiques ont tendance à rencontrer les crises régulièrement et ne sont pas dus à des chocs de l'extérieur. Et les 4 phénomènes sont les phénomènes d'émergence, c'est-à-dire les propriétés émergent de l'interaction des agents, le phénomène de non-ergodicité, ce que les gens qui sont des physiciens ici évidemment comprennent bien, mais ça veut dire essentiellement que les probabilités dans l'avenir n'ont pas la même distribution que les probabilités dans le passé. Donc je ne peux pas simplement extrapoler du passé pour prévoir ce qui va arriver dans l'avenir. Et même l'association d'assureurs de Genève ont dit exactement ça. Ils ont dit face à des nouvelles évolutions de l'économie, etc., on ne peut pas continuer à calculer nos primes sur la base de l'histoire, parce que cette expérience-là n'est qu'en partie pertinente. Et puis, il y a l'incertitude radicale, c'est-à-dire l'incertitude qu'on ne peut pas probabiliser d'une façon standard. Et puis, dernier, l'irréducibilité, ça c'est un mot que je ne peux pas dire, irréducibilité computationnelle. C'est-à-dire que le modèle, si on essaie de le développer d'une façon complète, est simplement incompatible avec les possibilités computationnelles. Donc, avec ça, qu'est-ce que je voulais dire? La première chose, ce que j'avais dit des propriétés émergentes, c'est quand de la dynamique de ces phénomènes, on ne peut pas le prévoir en regardant les particules ou les individus isolés. Il faut vraiment essayer de voir l'évolution de ça dans le temps. Non-ergodicité, ça veut dire que je ne peux pas simplement continuer à prévoir en regardant en arrière. Je dois recalculer les objectifs et tenir compte du fait qu'il y aura des chocs dans l'avenir. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin là? Une tâche non une tâche non où je suis pas arrivé. L'incertitude est radicale quand ça ne peut pas être probabilisé, et c'est la fameuse expression unknown unknowns. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je sais que je ne connais pas, mais il y a même des choses que je ne sais pas que je ne sais pas. Et malheureusement, cette phrase est attribuée à un vice-président assez horrible des États-Unis. Mais dernière chose, notre système économique est tellement complexe que l'idée même de
essayer de construire un modèle scientifique du système dans son entièreté est une idée on ne va jamais atteindre. Alors, comment est-ce que les hommes peuvent survivre dans un système qui change autant et qui ça semble être pas calculable? Et l'idée est très simple, que l'homme en réalité survit pas en optimisant, mais parce qu'il suit des heuristiques. Les heuristiques, comme vous savez très bien, de Gigerenzer et compagnie, ce sont des règles simples que j'utilise, qui fonctionnent relativement bien et qui sont relativement robustes. Et même Darwin a dit que la sélection n'est pas en fonction de l'optimisation totale de l'espèce. C'est aussi le fait que cette espèce a la capacité de résister au changement. Parce qu'une espèce qui est tellement bien adaptée que c'est optimal, à ce moment-là, est vulnérable à un changement dans l'environnement. Je pense que c'est Stephen Jay Gould qui a dit un jour, il est allé entendre quelqu'un qui parlait sur l'adaptation optimale, et le type parlait du tournesol. Il a dit, mais c'était extraordinaire sa présentation, comme le tournesol est optimalement adapté pour tourner face au soleil, jusqu'à bon angle, et jusqu'à s'adapter à tourner exactement au bon moment. Et il a dit, je suis parti de là pensant que c'est extraordinaire, c'est vrai, c'est une adaptation totalement optimale. Et puis après, il dit, mais non, c'est pas vrai, parce que ça aurait été mieux si le tournesol avait eu des pieds. Et puis à ce moment-là, le tournesol, quand le soleil était masqué par un arbre, pouvait marcher ailleurs. Donc c'était loin d'être optimal. Mais on a tendance à imaginer qu'on évolue vers une situation totalement optimale, mais qui a été très fragile. Donc on veut des choses qui sont robustes. Oui, je suis presque là. On veut des choses qui sont plutôt robustes que nécessairement optimales. Homo economicus ou fourmis. Je suis passionné par les fourmis, donc je voulais simplement dire que les acteurs économiques sont, peut-être si vous trouvez le spectre entre les fourmis et Homo economicus, je pense que l'homme moyen est plutôt vers les fourmis que vers l'Homo economicus. C'est-à-dire qu'ils ont de l'information locale, ils ont un comportement qui n'est pas irrationnel, ils ont des tâches, mais ils sont loin d'être optimales. Et Deborah Gordon, qui est venue à Paris récemment, et elle a expliqué, et si j'avais le temps, je vais vous montrer un petit clip, que les pauvres fourmis ne sont pas du tout optimales. Elle a dit, si on passe, comme moi j'ai passé, elle a passé des semaines et des semaines devant les fourmilières, à la fin, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de les aider. Parce qu'ils arrivent, boum, ils n'arrivent pas, ils portent quelque chose, boum, ils n'arrivent pas. Puis ils laissent tomber. Et quand ils laissent tomber, il y a d'autres fourmis qui arrivent et portent. Mais c'est loin d'être optimal l'arrangement. Mais quand même, ils arrivent à construire des choses extraordinairement sophistiquées. Donc, le total n'est pas dû à un comportement optimal de chaque individu. Conclusion. Le cigale? Ah non, chez nous, c'est comme fruit. OK, conclusion. L'approche que je propose consiste à construire des systèmes d'agents qui sont approximativement capables de reproduire les faits empiriques. Et ce système se modifie constamment. Et les systèmes sont peuplés d'individus qui suivent des règles qui correspondent aux règles utilisées par les acteurs sur les marchés. Et comme dit Buchstaber, qui a travaillé pendant longtemps sur les marchés financiers, il ne faut pas simplement inventer des règles abstraites. On connaît les acteurs des marchés, on sait quelles sont les règles qui suivent, donc on peut les utiliser, l'évidence empirique, pour construire nos modèles. Et c'est une vision plutôt inductive que déductive, et ça ne va pas plaire à Stefano, mais je pense que l'idée qu'on progresse vers un modèle scientifique de notre système socio-économique est simplement une idée qu'on doit abandonner. Et seule dernière remarque, puis vous demander
combien de temps ça va prendre avant qu'on change nos modèles économiques? Et Max Planck a dit, a new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die. And a new generation grows up that's familiar with it. Merci.